Dans les registres de police de Lyon, une seule ligne suffit à glacer le sang. Madame Célestine Beaumont, épouse du magnate de l'industrie textile Henri Beaumont, a disparu de sa demeure le 14 octobre 1889. Aucune trace de lutte, aucune demande de rançon, comme si elle n'avait jamais existé. Mes chers auditeurs, si cette introduction vous a donné des frissons, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Votre présence nous accompagne dans ces récits qui défient l'entendement. Car l'affaire Beaumont demeure, 134 ans plus tard, l'une des énigmes les plus troublantes de la France industrielle du XIXe siècle. Une histoire où la richesse et le pouvoir n'ont pu empêcher qu'une femme s'évapore littéralement, laissant derrière elle un mystère qui continue de hanter les couloirs du temps. L'automne de 1889 marquait l'apogée de la révolution industrielle française. Lyon, capitale de la soie, bruissait d'une activité fébrile. Les cheminées des manufactures crachaient leur panache noir dans un ciel perpétuellement voilé, tandis que les fortunes se construisaient et s'écroulaient au rythme des machines à vapeur. L'odeur âcre du charbon se mêlait au parfum chimique des teintures, créant cette atmosphère unique qui enveloppait la ville d'un voile industriel permanent. C'était l'époque où la France connaissait sa plus grande expansion économique depuis des décennies. L'Exposition universelle de Paris, cette même année, célébrait la modernité triomphante. Les trains sillonnaient le territoire à des vitesses jamais atteintes. L'électricité commençait à éclairer les boulevards, et les inventions de Pasteur révolutionnaient la médecine. Dans ce contexte d'optimisme technologique, Lyon se dressait comme un phare de prospérité, attirant des investisseurs de toute l'Europe. Le quartier de la Croix-Rousse, perché sur sa colline, dominait cette effervescence industrielle. Ses rues pentues résonnaient du claquement des métiers à tisser, opérant jour et nuit dans les ateliers des canutes. Mais au sommet de cette colline laborieuse, loin du vacarme des machines, s'étendait un autre monde. Celui de la grande bourgeoisie industrielle, ces nouveaux aristocrates de l'argent qui avaient su transformer l'or de la soie en palais de pierre. Dans ce paysage de transformation radicale, le nom de Henri Beaumont résonnait avec la force d'un empire. À 43 ans, cet homme au regard perçant et aux mains toujours impeccablement gantées avait bâti un véritable royaume textile. Fils d'un modeste commerçant de Villefranche-sur-Saône, il avait gravi tous les échelons de la société lyonnaise par son intelligence, son acharnement au travail et surtout une intuition commerciale qui lui avait permis d'anticiper les évolutions du marché. Ces usines s'étendaient sur plusieurs arrondissements de Lyon, employant près de 3000 ouvriers dans des conditions qui, bien que dures selon nos standards actuels, étaient considérées comme parmi les meilleures de l'époque. Henri avait été l'un des premiers industriels français à instaurer une journée de travail limitée à 12 heures, à fournir des repas chauds à ses employés et même à créer une caisse de secours pour les familles des ouvriers blessés. Cette politique sociale avant-gardiste lui avait valu le respect de ses pairs et la loyauté de ses employés. La demeure des Beaumont, située dans le prestigieux quartier de la Croix-Rousse, témoignait de cette réussite éclatante. Un hôtel particulier de 3 étages, construit en pierre dorée de Bourgogne selon les plans de l'architecte Baussan, le même qui avait conçu la basilique de Fourvière. Les fenêtres à meneaux donnaient sur des jardins à la française, méticuleusement entretenus par une équipe de 6 jardiniers. 37 pièces distribuées autour d'un escalier d'honneur en marbre de Carrare, 15 domestiques en livrée bordeaux et or, et une réputation d'hospitalité qui attirait l'élite lyonnaise lors de réceptions somptueuses. L'intérieur de la demeure reflétait le goût raffiné du couple. Henri, passionné d'art, avait constitué une collection remarquable de toiles de l'école lyonnaise. Les salons s'ornaient d'œuvres de François Vernet et d'Auguste Ravier, tandis que la bibliothèque abritait plus de 4000 volumes reliés en cuir, incluant des éditions originales de Voltaire et de Rousseau. Les soirées musicales données dans le grand salon, avec son piano Erard et son lustre en cristal de baccarat à 128 lumières, était réputé dans tout Lyon. Henri avait épousé Célestine Dubois en 1884,
union qui avait fait les délices de la presse mondaine. La cérémonie, célébrée en la cathédrale Saint-Jean, avait rassemblé plus de 300 invités, incluant le préfet du Rhône et plusieurs députés. Elle, fille d'Alphonse Dubois, banquier parisien respecté et proche du milieu saint-simonien, apportait à cette alliance la distinction de l'ancienne bourgeoisie et des relations précieuses dans la haute finance. Lui, le dynamisme de la nouvelle industrie et une fortune évaluée à plus de 2 millions de francs. Ensemble, ils incarnaient cette France moderne qui émergeait des transformations du Second Empire, cette synthèse réussie entre tradition et modernité. Célestine, âgée de 28 ans au moment de sa disparition, était décrite par tous ceux qui la côtoyaient comme une femme d'une beauté saisissante et d'une intelligence remarquable. Grande, élancée, blonde aux yeux verts, héritée de sa grand-mère irlandaise, elle possédait cette grâce naturelle qui faisait se retourner les têtes dans les salons parisiens comme lyonnais. Éduquée dans les meilleures institutions religieuses de la capitale, elle parlait couramment l'allemand et l'anglais, maîtrisait le piano et l'aquarelle, lisait Baudelaire et George Sand dans le texte et correspondait régulièrement avec plusieurs femmes de lettres de son époque. Chaque mercredi, Célestine tenait un salon littéraire dans la bibliothèque familiale, réunion hebdomadaire qui attirait les esprits les plus brillants de la région. Professeur de l'université, avocat du barreau lyonnais, médecin de l'Hôtel-Dieu, et même quelques artistes bohèmes que sa curiosité intellectuelle l'amenait à fréquenter. Ces soirées, où l'on débattait des dernières publications, des théories scientifiques nouvelles et des questions sociales du temps, avait forgé à Célestine une réputation de femme éclairée, bien au-dessus de la moyenne de son milieu. Le couple semblait vivre dans une harmonie parfaite, du moins en apparence. Leurs rares sorties publiques les montraient toujours unis, attentifs l'un à l'autre, échangeant ces regards complices qui font l'envie des observateurs. Pas d'enfants encore, après 5 années de mariage, situation qui alimentait les commérages des salons. Mais Henri affirmait publiquement que le temps viendrait en son heure et que la Providence sait ce qu'elle fait. Célestine s'impliquait activement dans les œuvres de charité, présidant le comité des dames patronesses de Lyon, visitant régulièrement les ouvrières de son mari pour s'enquérir de leurs conditions de vie, et distribuant chaque dimanche des vivres dans les quartiers populaires de la Guillotière. Elle avait même créé, sur ses fonds personnels, une école gratuite pour les enfants des quartiers populaires, innovation remarquée jusqu'à Paris et saluée par les journaux progressistes. Cet engagement social, rare chez les femmes de son rang, lui avait valu l'estime du clergé lyonnais et l'admiration des milieux philanthropiques. Le cardinal Foulon lui-même recevait régulièrement Madame Beaumont au palais archiépiscopal pour discuter des questions de pauvreté urbaine et d'éducation populaire. En surface, tout paraissait donc idyllique. Les Beaumont représentaient ce que la bourgeoisie industrielle française pouvait produire de plus accompli. Fortune honnêtement acquise, mariage harmonieux, engagement social, raffinement culturel. Ils incarnaient cette réussite à la française qui faisait l'admiration de l'Europe entière. Mais comme nous le découvrirons, derrière cette façade dorée se dissimulaient des tensions, des secrets et des passions qui allaient précipiter l'une des familles les plus en vue de Lyon dans un abîme de mystère et de suspicion. Car si l'argent peut acheter le confort et les apparences, il ne peut rien contre les tourments du cœur humain. Et parfois, les âmes les plus nobles en apparence cachent les abîmes les plus profonds. Le matin du 14 octobre 1889 se levait dans une brume automnale typique de Lyon. L'air était chargé d'humidité, et une fine bruine commençait à perler sur les vitres de l'hôtel Beaumont. Dans la cuisine, l'activité matinale battait son plein. La cuisinière préparait le petit déjeuner de monsieur, le cireur astiquait les chaussures, et les femmes de chambre s'affairaient au nettoyage des appartements. Henri Beaumont avait quitté sa demeure à 7 heures précises, comme chaque jour depuis 15 ans, pour se rendre à son bureau principal situé rue de la République. Sa routine était immuable. Levé à 6 heures, toilette méticuleuse, petit déjeuner pris en lisant Le Figaro et Le Petit Lyonnais, puis départ dans sa voiture personnelle,
un élégant coupé noir, attelé de 2 chevaux normands. Monsieur était d'une ponctualité maniaque, devait témoigner plus tard son cocher Auguste Perrin. En 15 années de service, je ne l'ai jamais vu modifier sa routine d'une minute. Célestine, selon le témoignage de la femme de chambre Marie Lecomte, était encore au lit quand son mari était parti, souffrant d'une légère migraine qui l'avait tenue éveillée une partie de la nuit. Marie, une femme de 35 ans au service de la famille depuis 3 ans, était particulièrement attachée à sa maîtresse et connaissait parfaitement ses habitudes. Madame avait demandé qu'on lui monte son petit déjeuner vers 10 heures, devait déclarer Marie aux enquêteurs quelques heures plus tard, les larmes aux yeux et la voix tremblante. Elle semblait fatiguée, plus que d'habitude même. Quand je suis entré dans sa chambre vers 8 heures pour ouvrir les rideaux, elle m'a fait signe de les laisser fermer. Elle avait le teint pâle, les yeux cernés. Elle m'a dit que sa tête lui faisait mal et qu'elle voulait rester au calme. Marie avait alors apporté à sa maîtresse une tisane de tilleul, remède habituel contre les maux de tête de Célestine. Madame buvait toujours sa tisane lentement, en regardant par la fenêtre, se souvenait la femme de chambre. Mais ce matin-là, elle fixait la tasse comme si elle y lisait quelque chose d'inquiétant. Quand je lui ai demandé si elle souhaitait que j'appelle le médecin, elle a secoué la tête et m'a dit qu'elle se sentait mieux. Vers 9 heures, Célestine avait sonné Marie pour qu'elle l'aide à s'habiller. Contrairement à ses habitudes, elle avait choisi une tenue simple, une robe de jour en soie bleu foncé, sans ornement, et des bottines de cuir noir plutôt que ses escarpins habituels. Madame était très silencieuse pendant que je l'aidais, racontait Marie. D'ordinaire, elle me parlait de ses projets pour la journée, de ses visites à prévoir. Ce matin-là, rien. Elle regardait par la fenêtre, l'air préoccupé. C'est vers 9h30 que le majordome François Bertrand avait aperçu Célestine descendre l'escalier principal. Bertrand, homme de 60 ans au visage austère marqué par 40 années de service domestique, était réputé pour son sens de l'observation et sa discrétion. Ancien valet de chambre du comte de Montclair, avant que celui-ci ne perde sa fortune au jeu. Il avait rejoint la maison Beaumont 15 ans plus tôt et était devenu un pilier de l'organisation domestique. Madame descendait lentement, se souvenait Bertrand avec précision. Elle portait une robe de jour en soie bleue et un châle en cachemire blanc qu'elle affectionnait particulièrement. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'elle tenait à la main une lettre qu'elle froissait nerveusement entre ses doigts. L'enveloppe était de papier crème, de bonne qualité, avec une écriture que je ne reconnaissais pas. Intrigué par l'attitude inhabituelle de sa maîtresse, Bertrand s'était approché au pied de l'escalier. Quand je lui ai souhaité le bonjour et demandé si tout allait bien, elle a sursauté, comme si elle ne m'avait pas vu, poursuivait le majordome. Elle m'a regardé avec une expression, comment dire, comme si elle voyait quelque chose que moi, je ne pouvais pas voir. Elle semblait effrayée, mais aussi déterminée. C'était très troublant. Célestine lui avait alors dit qu'elle souhaitait prendre l'air dans le jardin et qu'elle ne voulait pas être dérangée pendant 1 heure. Elle a insisté sur ce point, précisait Bertrand. 1 heure complète, sans interruption. Elle m'a demandé de donner des instructions à tout le personnel pour qu'on la laisse tranquille. C'était inhabituel, car Madame aimait généralement qu'on vienne lui demander ses ordres pour la journée. Madame semblait préoccupée, racontera plus tard Bertrand aux enquêteurs, ses mains arthritiques tremblant légèrement. Cette lettre, elle la tenait comme si c'était un serpent venimeux. Quand je lui ai demandé si tout allait bien, elle m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Il y avait de la peur dans ses yeux, mais aussi de la résolution, comme quelqu'un qui s'apprête à prendre une décision terrible mais nécessaire. Ce furent les derniers mots échangés avec Célestine Beaumont par un membre de sa maisonnée. Vers 10 heures, la cuisinière, Berthe Morel, aperçut par la fenêtre de l'office sa maîtresse qui marchait lentement dans l'allée centrale du jardin. Madame avançait comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules. Devait témoigner cette femme robuste qui travaillait pour les Beaumont depuis leur mariage. Elle s'arrêtait parfois, regardait autour d'elle, puis reprenait sa marche. On aurait dit qu'elle hésitait à faire quelque chose.
Le jardinier en chef, Antonin Duval, confirma cette impression. Occupé à tailler les rosiers près de la serre, il avait observé les allées et venues de Madame Beaumont pendant une vingtaine de minutes. Elle tournait en rond, expliqua-t-il. D'abord vers le bassin au nénuphar, puis vers la tonnelle, puis de nouveau vers le bassin. Elle tenait toujours cette lettre à la main, et de temps en temps, elle la dépliait pour la relire. Vers 10h30, Célestine s'était dirigée vers le banc de marbre situé près du bassin au nénuphar, l'endroit le plus isolé et le plus paisible du jardin. C'était son refuge habituel quand elle voulait réfléchir ou lire en silence. Le banc, sculpté dans un bloc de marbre de Carrare et orné de motifs floraux, avait été offert par Henri à sa femme pour son 25e anniversaire. À midi précis, suivant la routine établie depuis des années, Marie Lecomte se dirigea vers le jardin pour informer sa maîtresse que le déjeuner était servi dans la petite salle à manger. Le repas de midi était toujours pris à cette heure précise, que monsieur soit présent ou non, car Célestine attachait une grande importance à la régularité des horaires. Ce que découvrit Marie la figea d'épouvante. Le châle de Célestine gisait soigneusement plié sur le banc de marbre, comme si elle l'avait posé délicatement avant de partir. À côté, la lettre était déchirée en morceaux si fins qu'il était impossible d'en reconstituer le contenu. Les fragments, minuscules, étaient éparpillés par le vent automnal et certains flottaient déjà sur l'eau sombre du bassin. Aucune trace de Célestine, aucun signe de lutte, aucune empreinte suspecte sur la terre humide autour du bassin. Aucun cri entendu par quiconque. La jeune femme s'était littéralement volatilisée. Marie resta immobile pendant de longues secondes, refusant de croire ce qu'elle voyait. Puis elle se mit à crier le nom de sa maîtresse, d'abord doucement, puis avec de plus en plus de force, sa voix se répercutant dans le jardin silencieux. « Madame, Madame Célestine, où êtes-vous » Le jardinier Duval accourut le premier, alerté par les cris. Puis vinrent les autres domestiques, Berthe la cuisinière, Paul le valet de pied, Lucienne la lingère. Tous se rassemblèrent autour du banc, incrédules, cherchant des yeux celle qui ne pouvait pas avoir disparu. François Bertrand organisa immédiatement les recherches dans la propriété. Méthodiquement, comme il faisait tout, il divisa le personnel en groupes et assigna à chacun une zone à fouiller. Les jardins d'abord, puis la serre, où Célestine aimait se promener par mauvais temps, puis les dépendances, remises, écuries, celliers. Enfin la maison elle-même, de la cave au grenier, chaque pièce, chaque recoin. Rien, absolument rien. Les recherches immédiates révélèrent un détail troublant. Le portail principal était resté verrouillé toute la matinée, comme l'attestait le gardien Pierre Dumoulin. Cet homme de 50 ans, ancien militaire reconverti dans la surveillance, montait la garde à l'entrée de la propriété depuis l'aube et jurait ses grands dieux que personne n'était entré ni sorti. « Je n'ai pas quitté mon poste une seule minute », affirmait-il. « Et même si j'avais eu une distraction, le portail grince tellement qu'on l'entend de loin. Les murs d'enceinte, hauts de 3 mètres, et couronnés de tessons de bouteilles selon l'usage de l'époque, rendaient impossible toute sortie discrète. Henri les avait fait construire selon les recommandations de la police qui conseillait aux bourgeois fortunés de se protéger contre les rôdeurs et les cambrioleurs de plus en plus nombreux dans cette période d'expansion industrielle. Et pourtant, Célestine Beaumont s'était évaporée aussi sûrement que si la terre l'avait engloutie. Quand Henri rentra précipitamment de son bureau vers 14 heures, alerté par un message affolé que lui avait fait porter François Bertrand, il découvrit sa demeure en émoi. Tous les domestiques s'étaient rassemblés dans le vestibule principal, parlant à voix basse, échangeant des regards inquiets. L'atmosphère était celle d'une maison en deuil. Sa première réaction, selon tous les témoins présents, fut un silence terrifiant. Cet homme habitué à trancher rapidement, à donner des ordres précis, resta immobile pendant de longues minutes au milieu du vestibule, fixant tour à tour chaque visage, comme s'il cherchait une explication dans leurs expressions. Puis il se dirigea vers le jardin d'un pas mécanique. Arrivé près du banc où reposait encore le châle abandonné de sa femme, Henri s'arrêta net.
Il contempla longtemps le tissu blanc, si familier, puis les fragments de lettres qui dansaient encore sur l'eau du bassin. Son visage, ordinairement maîtrisé, se décomposa progressivement. C'est alors qu'il prononça ces mots troublants, entendus par François Bertrand qui l'avait suivi à distance respectueuse. « Je savais que ce jour viendrait. J'aurais dû l'empêcher. » Cette phrase, lourde de sous-entendus, allait hanter l'enquête dès ses premières heures. Que savait Henri? Qu'aurait-il dû empêcher? Et pourquoi semblait-il avoir anticipé la disparition de sa femme? La police fut alertée à 15 heures. L'inspecteur principal Auguste Morvan, réputé pour sa méthode rigoureuse et son sens de l'observation, prit personnellement en charge l'enquête. Ce qu'il découvrit dès les premières heures allait transformer une simple disparition en une affaire d'une complexité diabolique. L'enquête préliminaire révéla rapidement que la vie des Beaumont n'était pas aussi limpide qu'elle le paraissait. L'inspecteur Morvan, homme méticuleux aux favoris grisonnants, avait développé au fil de ses 20 années de carrière une intuition particulière pour déceler les failles dans les façades les plus parfaites. Dès le premier interrogatoire, Henri Beaumont manifesta une nervosité qui surprit l'enquêteur. Cet homme d'ordinaire, si maître de lui, se montrait évasif, changeait de sujet et surtout semblait connaître des détails sur la disparition de sa femme qu'il n'aurait pas dû connaître. Quand je lui ai demandé s'il avait des ennemis, nota Morvan dans son carnet, « Monsieur, Beaumont a immédiatement évoqué des jalousies commerciales et des rancunes d'anciens associés. Mais quand je lui ai demandé si sa femme pouvait avoir des ennemis, il a pâli et a murmuré « Célestine ne faisait de mal à personne. Du moins, je le croyais. » Cette phrase intrigua profondément l'inspecteur. Que signifiait ce « je le croyais » ? Henri en savait-il plus qu'il ne voulait l'admettre? Les domestiques, interrogés séparément, livrèrent des témoignages troublants. Marie Lecomte révéla que depuis plusieurs semaines, Madame recevait des lettres qu'elle lisait seule dans sa chambre et qu'elle cachait ensuite dans un petit secrétaire en acajou. Elle semblait inquiète, précisa la femme de chambre. Parfois je l'entendais pleurer la nuit. François Bertrand, le majordome, confirma que l'atmosphère de la maison avait changé récemment. Monsieur et Madame ne se parlaient plus comme avant. Ils restaient polis, bien sûr, mais il y avait une distance. Et puis, Madame avait commencé à sortir seule, ce qu'elle ne faisait jamais auparavant. Sortir seule? Où allait-elle? Henri affirmait l'ignorer totalement. L'enquête de voisinage apporta des éléments encore plus troublants. Madame Joséphine Vernet, qui habitait la propriété adjacente, déclara avoir aperçu à plusieurs reprises une silhouette masculine dans le jardin des Beaumont, tard le soir. Un homme grand, élégant, qui semblait connaître les lieux. Je l'ai vu au moins 3 fois ces dernières semaines, toujours vers minuit. Henri nia catégoriquement recevoir des visiteurs nocturnes. Mais son trouble était évident. C'est en fouillant le secrétaire de Célestine que l'inspecteur Morvan fit une découverte qui allait changer la donne de l'enquête. Dissimulé derrière un double fond astucieusement caché, il trouva un paquet de lettres liées par un ruban rouge. Des lettres d'amour, passionnées, signées d'un simple V. Les lettres, datées des 6 derniers mois, révélaient une liaison ardente et secrète. V se montrait pressant, suppliant Célestine de quitter son mari. Dans la plus récente, datée du 10 octobre, 4 jours avant la disparition, le ton devenait plus sombre. « Ma bien-aimée, je ne peux plus attendre. Si tu ne prends pas une décision rapidement, je devrais agir selon mes propres moyens. Tu sais de quoi je suis capable. » Qui était ce mystérieux V? Et que signifiait cette menace voilée? L'enquête prit une tournure nouvelle quand l'inspecteur découvrit que Célestine avait retiré une somme considérable de son compte personnel. 10 000 francs. Une fortune pour l'époque. Le retrait avait eu lieu le 12 octobre, 2 jours avant sa disparition. Le banquier, interrogé sous serment, confirma que Madame Beaumont semblait très agitée et avait demandé des billets de banque plutôt que des chèques. Fuite préméditée, chantage, enlèvement organisé. Plus troublante encore, l'analyse des registres de voyage révéla qu'aucune Célestine Beaumont n'avait quitté Lyon par les voies officielles dans les jours suivant sa disparition. Ni par le train,
ni par la diligence, ni par les bateaux remontant le Rhône, comme si elle s'était littéralement évaporée. Henri, confronté à ces découvertes, s'effondra partiellement. Il admit connaître l'existence des lettres, avoir découvert la liaison de sa femme quelques semaines plus tôt. « Mais je l'aimais », sanglota-t-il. « Je voulais lui laisser le temps de choisir. Je pensais qu'elle reviendrait vers moi. » Cependant, quand l'inspecteur lui demanda l'identité de V, Henri devint livide et refusa de répondre. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-il. « Certains secrets sont plus dangereux que la vérité elle-même. Si cette révélation sur la double vie de Célestine vous intrigue autant qu'elle troubla l'inspecteur Morvan, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez vraiment de cette disparition. Vos théories nous passionnent toujours, car l'enquête était loin d'être terminée. » L'inspecteur Morvan, convaincu que Henri en savait plus qu'il ne l'avouait, décida de mener sa propre investigation sur l'identité du mystérieux amant. L'analyse graphologique des lettres révéla une écriture raffinée, celle d'un homme cultivé, probablement issu de la bourgeoisie. Les références littéraires émaillant la correspondance, Musset, Hugo, Verlaine, trahissaient une éducation classique. Plus intriguant encore, certaines allusions suggéraient que V connaissait intimement les affaires de Henri Beaumont. Dans une lettre datée du 25 septembre, nota l'inspecteur, l'amant écrit « Ton mari ne soupçonne rien de mes véritables intentions concernant l'usine de Villeurbanne. » Cette phrase implique que leur liaison avait peut-être des ramifications commerciales. L'usine de Villeurbanne était effectivement au cœur d'un projet d'expansion majeur de Henri Beaumont. Il négociait depuis des mois le rachat de terrains adjacents pour doubler sa production. Mais ces négociations s'étaient révélées plus complexes que prévu, entravées par un mystérieux concurrent qui surenchérissait systématiquement. L'inspecteur Morvan entreprit donc de reconstituer la liste des rivaux commerciaux de Henri. Un nom revenait constamment. Victor Delacroix, héritier d'une ancienne famille de soyeux lyonnais, dont l'entreprise avait été éclipsée par l'ascension fulgurante de Beaumont. Victor Delacroix. V. Âgé de 35 ans, célibataire, réputé pour son charme et son goût du luxe, Delacroix était exactement le type d'homme susceptible de séduire l'épouse d'un rival. Mais était-il capable d'orchestrer une disparition? La confrontation entre l'inspecteur et Delacroix eut lieu dans l'élégant hôtel particulier de ce dernier, rue Mercière. L'homme était d'une beauté saisissante. Grands yeux sombres, moustache soigneusement taillée, élégance naturelle qui expliquait son succès auprès des dames de la société lyonnaise. Face aux accusations, Delacroix ne nia pas sa liaison avec Célestine. « Je l'aimais », déclara-t-il avec une sincérité troublante. « Et elle m'aimait. Nous avions prévu de partir ensemble, de recommencer une nouvelle vie loin de Lyon. » Mais quand l'inspecteur lui demanda où se trouvait Célestine, le visage de Delacroix se décomposa. « C'est exactement ce que j'aimerais savoir, » murmura-t-il. « Elle devait me retrouver le 14 octobre à la gare de Perrache. J'ai attendu jusqu'au dernier train. Elle n'est jamais venue. Cette version était-elle crédible? » Delacroix affirmait avoir passé la journée du 14 octobre dans son bureau, en compagnie de son associé et de plusieurs clients. Son alibi semblait solide. Mais l'inspecteur Morvan avait développé une méfiance instinctive envers les alibis trop parfaits. Il décida d'approfondir ses recherches sur Delacroix et découvrit des éléments troublants. Victor avait des dettes considérables, dissimulées derrière une façade de prospérité. Ses affaires périclitaient depuis 2 ans, et seuls des emprunts de plus en plus risqués lui permettaient de maintenir son train de vie. Plus inquiétant encore, il entretenait des relations avec des individus peu recommandables des quartiers populaires de Lyon. L'un d'eux, un certain Gaston Mercier, docker sur les quais du Rhône, fut retrouvé et interrogé. Homme taciturne aux mains calleuses, Mercier admit avoir rendu quelques services à Delacroix par le passé. Rien de grave, assura-t-il. Juste faire peur à des créanciers trop insistants. Mais quand l'inspecteur évoqua la date du 14 octobre, Mercier devint nerveux. « Ce jour-là, j'étais pas à Lyon »,
bredouilla-t-il. J'étais parti voir ma sœur dans la campagne. Une enquête rapide révéla que Mercier n'avait pas de sœur. L'étau se resserrait autour de Delacroix. Avait-il organisé l'enlèvement de Célestine? Dans quel but? Pour la forcer à partir avec lui, ou pour des raisons plus sombres? C'est alors que l'enquête prit un tournant inattendu. En fouillant les papiers personnels de Célestine, l'inspecteur découvrit un journal intime dissimulé dans la doublure de sa malle de voyage. Les dernières pages révélaient un état d'esprit très différent de ce que suggéraient les lettres d'amour. 13 octobre. Victor devient de plus en plus pressant. Il me fait peur. Ce qu'il me demande n'est pas seulement de partir avec lui. Il veut que je vole les plans de la nouvelle usine de Henri. Il dit que c'est le prix de notre liberté. Mais je ne peux pas trahir mon mari de cette façon. Je dois trouver un moyen de sortir de cette situation sans détruire personne. 14 octobre, 6 heures du matin. J'ai pris ma décision. Je vais tout avouer à Henri. Nous trouverons ensemble une solution. Je ne peux plus vivre dans ce mensonge. Ces lignes changeaient tout. Célestine n'avait pas l'intention de fuir avec son amant. Elle voulait confesser sa faute et se réconcilier avec son mari. Mais alors, que s'était-il passé dans ce jardin? L'inspecteur Morvan se trouvait face à un puzzle aux pièces contradictoires. D'un côté, Victor Delacroix qui clamait son innocence et semblait sincèrement inquiet du sort de sa maîtresse. De l'autre, Henri Beaumont qui dissimulait manifestement des informations cruciales. Et au centre, Célestine, dont les intentions réelles demeuraient obscures. La pression sur Henri s'intensifia quand l'inspecteur découvrit qu'il avait menti sur plusieurs points de son témoignage initial. Contrairement à ses affirmations, Henri savait parfaitement que sa femme le trompait, et depuis plus longtemps qu'il ne l'avait admis. Madame Éloise Girard, une amie proche de Célestine, révéla sous serment que Henri avait fait suivre sa femme par un détective privé dès le mois de juin. Il savait tout, affirma-t-elle. Les rendez-vous secrets, les lettres, l'identité de l'amant. Célestine était terrifiée à l'idée que Henri découvre l'étendue de la liaison. Cette révélation jetait un éclairage nouveau sur les événements. Si Henri connaissait la vérité depuis des mois, pourquoi avoir feint l'ignorance? Et surtout, qu'avait-il vraiment fait le matin du 14 octobre? L'enquête sur l'emploi du temps de Henri ce jour-là révéla des incohérences troublantes. Bien qu'il ait affirmé passer la matinée dans son bureau, son secrétaire particulier, Émile Fontaine, révéla que son patron était parti vers 10 heures pour une affaire urgente et n'était rentré qu'en début d'après-midi. Monsieur Beaumont semblait différent quand il est revenu, témoigna Fontaine. Très pâle, les mains tremblantes. Il s'est enfermé dans son bureau et n'a reçu personne jusqu'au message du majordome. Où Henri était-il allé pendant ces heures cruciales? Confronté à cette contradiction, il finit par admettre être rentré chez lui vers 11 heures, ayant oublié des documents importants. « J'ai vu Célestine dans le jardin », avoua-t-il enfin. Elle lisait une lettre. Nous avons eu une discussion. Une discussion? L'inspecteur pressa Henri de révéler le contenu de cet échange. Ce qu'il découvrit glaça le sang. Elle m'a dit qu'elle allait tout m'avouer, murmura Henri, les larmes aux yeux. Sa liaison, les pressions de Delacroix, les menaces. Elle voulait rompre avec lui mais avait peur. Victor lui avait dit que s'il ne pouvait pas la voir, personne ne l'aurait. Cette menace prenait une dimension sinistre à la lumière des événements. Delacroix était-il capable de passer à l'acte? Mais Henri n'avait pas terminé ses révélations. Célestine m'a aussi parlé d'autre chose. Elle avait découvert que Victor ne l'aimait pas vraiment. Toute cette histoire n'était qu'un piège pour m'atteindre commercialement. Il voulait qu'elle vole mes plans, mes contrats, mes secrets industriels. L'espionnage industriel. L'affaire prenait une dimension encore plus complexe. Et puis, continua Henri d'une voix brisée, elle m'a dit quelque chose de terrible. Victor lui avait révélé qu'il n'était pas seul dans cette entreprise. Il y avait un complice, quelqu'un de très proche de moi. Un complice? L'inspecteur sentit son sang se glacer. Qui, dans l'entourage de Henri, aurait pu collaborer avec Delacroix?
La liste des suspects s'élargissait soudain de façon vertigineuse. Émile Fontaine, le secrétaire qui connaissait tous les secrets de l'entreprise. François Bertrand, le majordome qui avait accès à toute la maison. Ou quelqu'un d'encore plus proche. L'enquête sur l'entourage professionnel de Henri révéla des tensions insoupçonnées. Plusieurs associés minoritaires de l'entreprise Beaumont traversaient des difficultés financières. L'un d'eux, Charles Durand, avait même tenté d'emprunter une somme importante quelques semaines avant la disparition. Durand, interrogé, se montra extrêmement nerveux. Homme de petite taille aux cheveux clairsemés, il transpirait abondamment malgré la fraîcheur automnale. « Je ne sais rien sur cette histoire », répétait-il. « Victor Delacroix ? Je le connais à peine. Quelques rencontres mondaines, tout au plus. » Mais l'inspecteur découvrit que Durand mentait. Les registres d'un café de la place Bellecour révélaient que les deux hommes s'y étaient rencontrés à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Toujours discrètement, toujours dans l'arrière-salle réservée aux conversations privées. Confronté à ces preuves, Durand s'effondra partiellement. Victor m'avait promis une participation dans sa nouvelle entreprise si je l'aidais, avoua-t-il. Mais je jure que je ne savais rien sur Madame Beaumont. Il m'avait dit qu'il voulait juste récupérer quelques informations commerciales. Quelques informations commerciales ? L'inspecteur ne gobait pas cette version édulcorée. Que s'était-il vraiment passé dans cette conspiration ? C'est alors qu'un élément nouveau vint bouleverser l'enquête. Un témoin inattendu se présenta spontanément au commissariat, sœur Marie-Joseph, religieuse de l'orphelinat Saint-Vincent, située non loin de la propriété des Beaumont. La religieuse, femme âgée au regard clair, affirma avoir aperçu une scène troublante le matin du 14 octobre. Vers 11h30, elle distribuait du pain aux enfants dans la cour de l'orphelinat quand elle avait vu une voiture fermée s'arrêter devant une petite porte dérobée du mur d'enceinte des Beaumont. Une porte que je ne connaissais pas, précisa-t-elle. Une porte dissimulée par le lierre qu'on ne peut voir que sous un certain angle. 3 hommes étaient sortis de la voiture. L'un d'eux, qu'elle décrivait comme élégant et bien vêtu, avait ouvert cette porte avec une clé. Les 3 hommes avaient disparu dans la propriété pendant une dizaine de minutes, puis étaient ressortis. Mais ils n'étaient plus que 2, précisa sœur Marie-Joseph. Et l'un d'eux portait quelque chose, un sac ou un paquet assez volumineux. Cette révélation foudroyante changeait tout. Célestine avait-elle été enlevée? Et comment les ravisseurs connaissaient-ils l'existence de cette porte secrète? Henri, confronté à ce témoignage, pâlit affreusement. « Cette porte ?» murmura-t-il. « Je l'avais fait condamner il y a des années. Seuls quelques proches connaissaient de son existence. Quelques proches, dont Victor Delacroix. » L'enquête révéla que Delacroix avait effectivement été invité plusieurs fois chez les Beaumont avant sa liaison avec Célestine. En tant que concurrent respecté, il participait parfois aux réceptions professionnelles organisées par Henri. Il avait donc eu l'occasion d'explorer la propriété et de découvrir cette issue discrète. Mais un détail troublait l'inspecteur. Comment Delacroix avait-il pu se procurer une clé de cette porte condamnée? La réponse à cette question cruciale allait précipiter l'affaire vers son dénouement tragique. L'inspecteur Morvan, obsédé par cette histoire de clé, entreprit de fouiller méthodiquement tous les effets personnels des habitants de la maison Beaumont. C'est dans les affaires de François Bertrand, le majordome, qu'il découvrit l'objet qui allait tout éclairer. Un trousseau de clés anciennes, soigneusement dissimulé dans une boîte à tabac. Parmi elles, une clé qui correspondait parfaitement à la serrure de la porte dérobée. Confronté à cette découverte, Bertrand s'effondra totalement. Cet homme de 60 ans, au service de la famille Beaumont depuis 15 années, révéla une vérité qui glaça l'inspecteur. « Victor m'avait proposé 50 000 francs, sanglota-t-il. Ma femme est malade, mes enfants ont faim. L'entreprise de monsieur traverse des difficultés, les salaires ont été réduits. J'étais désespéré. 50 000 francs pour trahir ses maîtres. » Bertrand avait fourni à Delacroix tous les renseignements nécessaires. Les habitudes de la famille, le plan de la propriété, l'existence de la porte secrète, et surtout, les détails de la liaison entre Célestine et Victor. Mais je ne savais pas qu'il voulait...
qu'il avait l'intention de... bredouilla le majordome. Il m'avait dit qu'il voulait juste récupérer des documents, rien d'autre. L'inspecteur comprit soudain l'ampleur de la manipulation. Delacroix n'avait jamais aimé Célestine. Toute cette liaison n'était qu'un piège élaboré pour détruire Henri Beaumont. Un piège d'une perversité diabolique. Mais les révélations de Bertrand ne s'arrêtaient pas là. Le matin du 14 octobre, continua-t-il d'une voix brisée, Victor est venu avec 2 hommes. Ils ont attendu que madame sorte dans le jardin. Puis Victor est allé lui parler. Lui parler de quoi? Il lui a dit la vérité, que tout était faux, qu'il ne l'avait jamais aimée, qu'elle n'était qu'un pion dans son plan pour ruiner monsieur Henri. Madame s'est mise à crier, à pleurer, elle a voulu s'enfuir, mais Bertrand ne put continuer. L'inspecteur dut le presser pour obtenir la suite. Victor l'a attrapée, elle s'est débattue. Il y a eu un accident, elle est tombée, sa tête a heurté la margelle du bassin, elle ne bougeait plus. Un accident ou un meurtre déguisé. Victor a paniqué, poursuivit le majordome. Il ne s'attendait pas à ce que les choses tournent si mal, il voulait juste la compromettre définitivement, la forcer à partir avec lui pour humilier monsieur Henri publiquement. Mais quand elle a découvert la vérité, l'inspecteur sentit ses mains trembler. Que s'est-il passé ensuite? Ils ont enveloppé madame dans une bâche. Les 2 hommes l'ont emportée, pendant que Victor ramassait les morceaux de la lettre et disposait le châle sur le banc. Ils voulaient faire croire à une fuite volontaire. Et le corps, où l'ont-ils emmené? Bertrand secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues creusées. Je ne sais pas. Victor m'a dit que moins j'en saurais, mieux ce serait. Ils sont partis par la porte dérobée. C'est la dernière fois que j'ai vu madame Célestine. Cette révélation bouleversait complètement l'enquête. Célestine n'avait pas disparu volontairement. Elle avait été tuée, accidentellement peut-être par l'homme qu'elle croyait aimer. Un homme qui l'avait manipulée, utilisée, puis éliminée quand elle était devenue un obstacle à ses plans. L'inspecteur Morvan ordonna immédiatement l'arrestation de Victor Delacroix. Mais quand les agents se présentèrent à son domicile rue Mercière, ils découvrirent que l'oiseau s'était envolé. Delacroix avait quitté Lyon dans la nuit, emportant avec lui ses biens les plus précieux. Sa gouvernante, interrogée, révéla qu'il avait reçu un visiteur tard dans la soirée, un homme qu'elle décrivait comme nerveux et transpirant. Probablement Bertrand, venu l'avertir que l'enquête se resserrait. Une chasse à l'homme s'organisa immédiatement. Les gares, les ports, les routes principales furent surveillées. Mais Delacroix semblait avoir disparu aussi efficacement que sa victime. C'est 3 jours plus tard qu'un élément nouveau relança l'enquête. Un batelier du Rhône, Louis Marchand, se présenta spontanément à la police. Il affirmait avoir transporté 3 hommes et un gros paquet dans la nuit du 14 au 15 octobre. Ils m'ont payé 10 fois le tarif normal pour que je les emmène en amont du fleuve, près des gorges de Condrieu, révéla-t-il. Ils ont dit qu'ils avaient quelque chose à jeter à l'eau, quelque chose de lourd. Les gorges de Condrieu, un endroit isolé, aux eaux profondes et tumultueuses, où de nombreux corps jetés au fleuve avaient disparu à jamais. L'inspecteur organisa immédiatement des recherches dans cette zone. Pendant 3 jours, des équipes de plongeurs fouillèrent les eaux sombres du Rhône. En vain. Si le corps de Célestine avait été jeté dans le fleuve à cet endroit, les courants l'avaient emporté vers des profondeurs inaccessibles. Mais le témoignage du batelier apportait un élément crucial. La description de l'un des 3 hommes correspondait parfaitement à celle de Victor Delacroix. L'enquête sur la disparition de Célestine Beaumont se trouvait dans une impasse tragique. Les preuves contre Victor Delacroix étaient accablantes, mais l'homme avait disparu sans laisser de traces. Le corps de la victime demeurait introuvable, transformant ce qui était probablement un meurtre en une énigme perpétuelle. Henri Beaumont, brisé par la révélation de la vérité, sombra dans une mélancolie profonde. Cet homme qui avait bâti un empire industriel se retrouvait détruit par la cupidité et la manipulation. Il licencia immédiatement François Bertrand, mais refusa de porter plainte contre lui, considérant que le majordome avait déjà payé assez cher sa trahison. Nous avons tous nos faiblesses,
déclara-t-il à l'inspecteur Morvan. François a cédé à la peur et à l'appât du gain. Moi, j'ai cédé à l'orgueil et à l'aveuglement. Célestine a cédé à l'amour. Nous sommes tous responsables de ce drame. Cette lucidité tragique impressionna profondément l'enquêteur. Henri ne cherchait pas la vengeance, mais semblait porter sur ses épaules le poids de toutes les erreurs qui avaient conduit à la mort de sa femme. Les recherches de Victor Delacroix se poursuivirent pendant des mois. Des témoignages le situèrent successivement à Marseille, puis à Gênes, enfin à Naples. Mais chaque fois, quand les autorités arrivaient, il avait disparu. Cet homme avait manifestement organisé sa fuite de longue date, prévoyant peut-être que ses machinations finiraient par être découvertes. Charles Durand, l'associé complice, fut jugé et condamné à 5 ans de prison pour complicité d'escroquerie et de chantage. Mais faute de preuves directes de sa participation au meurtre, il échappa aux charges les plus graves. François Bertrand, rongé par le remords, ne survécut pas longtemps à sa disgrâce. Il mourut 6 mois plus tard d'une pneumonie dans le petit logement misérable où il avait fini par échouer avec sa famille ruinée. Beaucoup virent dans cette mort précoce la punition de sa trahison. Gaston Mercier, le docker qui avait aidé Delacroix, fut retrouvé noyé dans le Rhône 3 semaines après la disparition de son complice. Accident ou suicide? L'enquête ne permit jamais de le déterminer. Mais l'inspecteur Morvan soupçonnait que Delacroix avait fait le ménage avant de disparaître, éliminant tous les témoins gênants. Quant à Henri Beaumont, il ne se remit jamais vraiment de la perte de sa femme. Ses cheveux blanchirent en quelques mois, et cet homme encore jeune prit l'apparence d'un vieillard. Il continua à diriger ses entreprises, mais sans l'énergie et l'ambition qui l'avaient caractérisé. Un détail troublant marqua les mois qui suivirent à la disparition. Henri fit installer de nouveaux verrous à toutes les portes de sa propriété, embaucha des gardiens supplémentaires et ne sortait plus jamais seul, comme s'il craignait quelque chose ou quelqu'un. Monsieur Beaumont semblait hanté, témoigna plus tard Marie Lecomte, qui était restée à son service. Il scrutait sans cesse les jardins, sursautait au moindre bruit. Parfois, je le trouvais devant la fenêtre de sa chambre, fixant l'endroit où madame avait disparu, comme s'il attendait qu'elle réapparaisse. Cette peur constante intriguait l'inspecteur Morvan. De quoi Henri avait-il peur? Victor Delacroix était loin, probablement hors d'atteinte de la justice française. Pourquoi cette terreur persistante? La réponse vint d'une source inattendue. En janvier 1890, 3 mois après la disparition, Henri reçut une lettre sans signature, postée de Marseille. Une lettre que l'inspecteur ne découvrit qu'après la mort de Henri, des années plus tard. Le message était bref et glaçant. « Mon cher Henri, tu croyais que tout était fini? Tu te trompes. Célestine n'était que le commencement. Tu m'as tout pris, je te prendrai tout. Un jour, quand tu t'y attendras le moins, je reviendrai réclamer mon dû. Et cette fois, il n'y aura pas d'accident. V. » Victor Delacroix n'avait pas renoncé à sa vengeance. Quelque part en Europe, il attendait son heure, préparant peut-être un retour aussi spectaculaire que sa fuite. Cette menace explicite éclairait d'un jour nouveau l'attitude de Henri après la disparition. Il ne se contentait pas de pleurer sa femme. Il vivait dans la terreur constante du retour de son bourreau. Mais Victor Delacroix revint-il jamais? L'histoire officielle dit que non. Henri Beaumont mourut dans son lit en 1903, emportant ses secrets dans la tombe. Ses usines furent vendues, sa fortune dispersée, sa demeure transformée en orphelinat. Ironie du sort, le même orphelinat où sœur Marie-Joseph avait été témoin de l'enlèvement. Cependant, certains détails troublants subsistent dans les archives de l'époque. En 1895, 6 ans après la disparition de Célestine, un incendie mystérieux détruisit entièrement l'usine principale de Henri à Villeurbanne. L'enquête conclut à un accident, mais plusieurs témoins affirmèrent avoir vu un homme élégant rôder autour des bâtiments dans les heures précédant le sinistre. En 1898, le secrétaire de Henri, Émile Fontaine,
fut retrouvé mort dans son bureau, apparemment victime d'une crise cardiaque. Mais le médecin légiste nota des traces suspectes sur le corps, évoquant plutôt un empoisonnement. L'enquête fut rapidement classée sans suite. En 1901, 2 ans avant la mort de Henri, un mystérieux gentleman se présenta à plusieurs reprises à la propriété des Beaumont, prétendant être un ancien ami de la famille. Le nouveau majordome, méfiant, refusa de le laisser entrer. L'homme disparut, mais les domestiques jurèrent l'avoir aperçu plusieurs fois dans les semaines suivantes, épiant la maison depuis les jardins voisins. Ces incidents, considérés isolément, pouvaient passer pour des coïncidences. Mais rassemblés, ils dessinaient le portrait d'une vengeance méthodique, s'étalant sur des années. Victor Delacroix était-il vraiment revenu, comme il l'avait promis dans sa lettre? Avait-il orchestré la lente destruction de Henri Beaumont? L'inspecteur Morvan, qui continua à s'intéresser à l'affaire jusqu'à sa retraite, en était convaincu. Delacroix était un homme patient et méticuleux, écrivit-il dans ses mémoires, capable de préparer sa vengeance pendant des années, de frapper quand sa victime s'y attendait le moins. Je suis persuadé qu'il est revenu, et qu'il a eu Henri. Mais ses soupçons ne purent jamais être prouvés. Officiellement, Victor Delacroix disparut en 1889 et ne reparut jamais. Officiellement, Henri Beaumont mourut de vieillesse et de chagrin. Officiellement, vous vous demandez sans doute, mes chers auditeurs, si cette incroyable histoire s'arrête vraiment là. Si tous les secrets ont été révélés, toutes les questions résolues, laissez-moi vous détromper. En 1954, lors de la démolition de l'ancien orphelinat Saint-Vincent, l'ancienne propriété des Beaumont, les ouvriers firent une découverte macabre dans les fondations. Un squelette humain enveloppé dans les restes d'une robe de soie bleue. À côté du corps, un médaillon en or gravé aux initiales CB. Célestine Beaumont. Cette découverte relança brièvement l'intérêt pour l'affaire. Mais les autorités, désireuses d'éviter un scandale impliquant des familles respectables, classèrent rapidement l'enquête. Le corps fut discrètement inhumé au cimetière de la Croix-Rousse, sans cérémonie ni publicité. Seul un petit article de 3 lignes dans Le Progrès de Lyon mentionna la découverte, présentée comme « les restes d'une inconnue, probablement décédée au siècle dernier ». Mais le plus troublant restait à venir. En vidant la cave de l'orphelinat, les ouvriers découvrirent également une malle en cuir, remarquablement conservée par l'humidité constante du sous-sol. Cette malle contenait des documents personnels, des lettres et surtout un journal, le journal de Victor Delacroix. Les pages, rédigées d'une écriture de plus en plus fébrile, racontaient l'histoire vraie de cette vengeance qui avait consumé un homme pendant 14 années. Oui, Victor était revenu. Oui, il avait méthodiquement détruit Henri Beaumont. Et le plus effrayant, c'est qu'il décrivait ses méthodes avec un détail glaçant. L'incendie de l'usine, provoqué par Delacroix lui-même, qui avait corrompu un gardien de nuit, la mort d'Émile Fontaine, un poison rare, glissé dans son thé par un domestique acheté, les apparitions mystérieuses autour de la propriété, Delacroix lui-même, qui prenait un plaisir sadique à terroriser sa victime. Henri vieillit à vue d'œil, écrivait-il avec satisfaction en 1900. Chaque jour, il se demande d'où viendra le prochain coup. Cette attente est plus cruelle que la mort elle-même. C'est exactement ce que je voulais. Le journal révélait aussi la vérité sur la mort de Célestine. Contrairement aux affirmations de François Bertrand, il n'y avait eu aucun accident. Delacroix avait froidement assassiné la jeune femme quand elle avait menacé de tout révéler à son mari. Elle criait qu'elle allait me dénoncer, écrivait-il sans émotion. Je n'avais pas le choix, un coup sur la tempe, précis et efficace. Elle n'a pas souffert. Je ne suis pas un monstre. Pas un monstre. Cet homme qui avait séduit, manipulé, tué puis terrorisé ses victimes pendant des années. La dernière entrée du journal datait du 15 novembre 1903, soit exactement le jour de la mort de Henri Beaumont. C'est fini, écrivait Delacroix. Henri s'est éteint cette nuit, comme une chandelle qu'on souffle. 14 ans de préparation pour ce moment. Enfin, ma vengeance est complète.
Célestine est vengée. Mon honneur est restauré. Je peux mourir en paix. Mourir en paix? Le journal s'arrêtait là, mais les circonstances de sa découverte suggéraient que Delacroix avait vécu ses dernières années dans cette cave, sous l'ancienne propriété de ses victimes, comme un fantôme gardant jalousement ses secrets. Son squelette ne fut jamais retrouvé. Mais dans la malle, à côté du journal, les ouvriers découvrirent un flacon de poison vide et une lettre d'adieu jamais envoyée, adressée à « Ma chère Célestine ». « Pardonne-moi », écrivait-il, « j'ai voulu te venger, mais j'ai fini par devenir pire que ceux qui nous ont séparés. J'arrive. Nous serons enfin réunis dans la mort, puisque la vie nous a été refusée. » Cette découverte posthume éclairait l'affaire Beaumont d'un jour totalement différent. Victor Delacroix n'était pas seulement un escroc cupide, c'était un homme rongé par une passion destructrice qui avait sacrifié sa vie entière à une vengeance démesurée. Aimait-il vraiment Célestine? Ou s'était-il convaincu de cet amour pour justifier ses crimes? Le journal ne permettait pas de trancher. Delacroix lui-même semblait parfois douter de ses propres motivations. Était-ce l'amour ou l'orgueil? S'interrogeait-il dans une page particulièrement troublante. Aimais-je Célestine, ou aimais-je l'idée de posséder ce qui appartenait à Henri? Après toutes ces années, je ne sais plus, mais il est trop tard pour regretter. Trop tard, en effet. Cette histoire d'amour, de cupidité et de vengeance avait dévoré 3 vies, semé la mort et le malheur, pour finir dans l'oubli d'une cave humide. Aujourd'hui encore, 134 ans plus tard, l'affaire Beaumont continue de fasciner les historiens et les amateurs de mystère. Certains voient dans cette tragédie le reflet d'une époque où les passions individuelles pouvaient échapper à tout contrôle social. D'autres y lisent une parabole sur les dangers de l'industrialisation sauvage et de la course au profit. Mais peut-être la leçon la plus troublante de cette histoire est-elle celle-ci. Derrière les façades les plus respectables, derrière les réussites les plus éclatantes, peuvent se cacher des abîmes de souffrance et de noirceur humaine. La demeure des Beaumont n'existe plus. L'orphelinat qui l'avait remplacé a lui-même été détruit. À sa place se dresse aujourd'hui un ensemble de bureaux modernes où transitent chaque jour des centaines de personnes qui ignorent tout du drame qui s'est joué sous leurs pieds. Seule subsiste, dans un coin du jardin réaménagé, une petite fontaine de pierre qui pourrait être l'ancien bassin au nénuphar, près duquel Célestine Beaumont a rendu son dernier souffle. L'eau y coule toujours, claire et paisible, comme si rien ne s'était jamais passé. Mais parfois, racontent les employés les plus anciens, quand le vent d'automne fait frissonner les arbres, on entend comme un murmure dans le clapotis de l'eau. Un murmure qui ressemble à une voix de femme, appelant à l'aide. Légende urbaine, imagination collective, ou l'écho persistant d'une tragédie que le temps n'a jamais réussi à effacer. Vous, mes chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Cette histoire vous a-t-elle convaincu? Croyez-vous que tous les secrets ont été révélés? Ou reste-t-il encore des zones d'ombre dans cette affaire qui a défrayé la chronique de Lyon? Dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce récit vous a captivé. Et surtout, partagez cette vidéo avec tous ceux qui, comme vous, sont fascinés par les mystères sombres de l'histoire. Car après tout, combien d'autres Célestine Beaumont ont disparu dans les méandres du temps, emportant avec elles des secrets que nous ne découvrirons jamais. L'histoire, mes amis, regorge de mystères, et certains d'entre eux sont plus proches de nous que nous ne l'imaginons.